Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce mars 2024. Comme vous le voyez, je vais vous parler dans cette nouvelle vidéo des notifications push Android. C'est vrai que sur le web, il y a plein de vidéos sur le sujet, mais j'ai quand même pas mal d'abonnés qui me demandent de faire une vidéo là-dessus. Normalement, c'est pas très compliqué, donc vous allez voir si vous avez une heure à me suivre sur cette vidéo. Le but, c'est de clarifier énormément le mécanisme de notification push et vous allez voir que c'est extrêmement facile. Alors, ce que je vais vous montrer, donc c'est une démo de ce que je vous présente. Donc, une application Windows qui envoie une notification push à un smartphone Android. Par la suite, je vais vous expliquer un peu le mécanisme de, de notification push, par quelles étapes il faut passer. Vous allez voir que si vous comprenez cette partie-là, c'est très très simple. Et puis, je vous donnerai les avantages et les inconvénients de deux solutions techniques pour faire les notifications push Android. Et après, on regardera le code ensemble. Vous allez voir qu'on met en place trois, quatre fonctions de notification, pas plus, dans le langage de WinDev, le W langage. Et vous aurez à la fin de la vidéo, évidemment, les PDF qui représentent les deux applications Windows et Android pour faire des copies-coller et faire votre propre application. Par la suite, après cette vidéo, je ferai la même chose, mais en utilisant un web service. Vous allez comprendre tout sous peu. Et puis, je ferai aussi une vidéo qui concerne cette fois-ci les appareils iOS, notification push iOS. Alors, pour l'instant, je vais faire une démonstration de ce que j'ai préparé. Donc là, je vous montre à gauche, j'ai une application Android qui affiche juste une fenêtre avec un libellé qui dit j'attends une notification push. Et ici, j'ai préparé une application Windows qui a une fenêtre donc dans laquelle je saisis le message. Je vais par exemple taper salut tout le monde. Donc ça, c'est le message de la notification. Et dans un autre champ qui s'appelle le contenu de la notification, je vais marquer par exemple 123. Et vous avez des cases à cocher, des options de la notification. Je peux faire vibrer le mobile. Je peux allumer la LED et choisir la couleur de la LED. Je peux laisser l'utilisateur supprimer ou pas la notif. Et je peux demander démarrer l'application lorsque la notif arrive parce qu'elle n'est pas démarrée. Alors moi, je laisse tout ça par défaut. Je clique sur envoyer. Et là, vous regardez, je reçois ici une notif. Alors, je n'avais envoyé une avant, mais la dernière sur laquelle j'ai cliqué, ici, je vais faire ça. Et vous voyez, là où je bouge ma souris, test notif, c'est le titre que je donne à ma notification. Test notif, ça peut être le nom de votre application, facturation, enregistrement, jeux vidéo, etc. Salut tout le monde. Et donc, normalement, je reçois aussi, si je fais encore plus, je reçois aussi normalement le 123. Et le contenu, je vais vous en parler après. Donc voilà pour les notifications. Démonstration très simple. Je reçois une notification. Donc je vais laisser ça de côté. Et on va revenir maintenant aux explications. Alors, ici, je vous parle de deux solutions techniques possibles. Parce que sur les vidéos dans le web, on a l'impression qu'il faut toujours faire un web service pour faire une notification en push. C'est pas du tout vrai. On peut, à gauche, faire une solution sans web service. Donc, j'aurai une application qui envoie, et cette application, elle peut être Windows ou Android. Et j'ai une application qui reçoit, qui est forcément une application Android. J'aurais besoin d'une base de données pour stocker les smartphones qui seraient intéressés par les messages notifs. On va décortiquer ça juste après. Et on a un système de Google, donc un serveur qui est spécialisé pour envoyer les messages que vous envoyez à qui de droit au smartphone concerné. Donc ça, c'est une solution. La deuxième solution à droite, je vais utiliser plutôt un intermédiaire qui est un web service. Donc, je vais déporter le code
sur le web service. Je rappelle que le web service, c'est un ensemble de procédures qu'on appelle à partir d'une application WinDev ou WinDev Mobile ou WebDev. Donc, dans la solution à droite, j'ai toujours une application qui envoie, qui peut être Windows ou Android, mais cette application n'envoie pas elle-même, ne s'adresse pas elle-même à Firebase, ne lui dit pas je veux envoyer, elle demande, elle appelle une procédure de web service et c'est le web service qui communique directement avec le Firebase et l'application Android elle-même, elle se signale au web service, elle appelle une procédure de web service pour lui dire coucou, moi je veux bien recevoir les notifs. Et vous voyez donc déjà au niveau schéma, il n'y a que le web service qui a accès à la base de données, il n'y a que le web service qui a accès à la Firebase, au système Firebase. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients des deux? À gauche, sans le web service, si vous avez une et une seule application qui envoie les notifs push, c'est suffit de faire comme ça à gauche sans web service parce que le code fonctionne très bien sans le web service. Maintenant, quel est l'avantage d'utiliser un web service? Si vous avez la possibilité d'implémenter un web service, de l'héberger sur l'internet, etc., quel est l'avantage? J'en ai repéré trois. Le premier avantage, ce qui est empêcher les autres applications de accéder à la base de données. Pour des raisons de sécurité, vous pouvez dire non, moi je ne veux pas laisser l'application Windows ou l'application Android accéder à la base de données. Ça doit être en interne chez nous. Il n'y a que les gens qui ont l'accès au web service qui le font. Donc premier argument. Deuxième argument, généralement le web service et la base de données sont stockés au même endroit, sur le cloud ou dans les serveurs d'entreprise. Si vous avez des milliers et des milliers de smartphones qui utilisent votre système de notification, vous allez tous les notifier, donc ils sont nombreux. Vous allez chercher dans la base de données plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'enregistrements qui indiquent les smartphones à notifier. Donc, comme le web service il est à côté de la base de données, la recherche va se faire beaucoup plus rapidement que lorsqu'il y a une application Windows qui est externe à la base de données, parce que la base de données elle est forcément distante. À ce moment-là, une application Windows ou Android séparée qui s'adresse à la base de données risque de prendre plus de temps pour ramener toutes les informations sur les smartphones à notifier. Et troisième argument que j'ai retenu, vous pouvez avoir plusieurs applications qui envoient des notifs et plusieurs applications Android qui reçoivent des notifs dans votre entreprise. Par exemple, vous pouvez avoir une application qui est destinée aux commerciaux et une application différente qui est destinée, par exemple, aux gens sur le terrain technique, donc les agents techniques. Et ces applications sont différentes, mais il n'empêche que vous voulez envoyer des notifs à tout le monde. Au lieu de faire plusieurs codes similaires dans différentes applications qui envoient donc des notifications soit aux techniciens, aux agents, soit aux commerciaux, ben à ce moment-là, il y aura un web service. Et le web service, on lui donnera une information, lui dire attention, ces notifs sont destinés aux commerciaux ou alors sont destinés aux agents techniques. Et vous aurez un code unique dans le web service, une base de données unique mais qui distingue les personnes. Voilà donc un troisième argument. Donc après, selon vos possibilités techniques, selon l'importance de votre projet, vous choisirez l'une ou l'autre. Alors allons un peu plus loin. Maintenant, on va regarder le principe de notification push, quelle que soit la solution technique que vous utilisez. Alors, vous voyez, j'ai repéré trois étapes importantes, 1, 2, 3. Et dans ces trois étapes, on a des sous-étapes. La première chose que fait le développeur, c'est de déclarer l'application mobile qui va recevoir les notifications. Donc, ça veut dire que je fabrique une application mobile. Si vous avez déjà fabriqué une application mobile et vous avez passé par l'étape générer l'application, vous allez à un moment donné avoir ce qu'on appelle le code d'un package. On va en parler tout à l'heure quand on va regarder le code. Quand vous allez avoir une application, elle aura un identifiant
unique auprès de Google. Donc, quand je vais déclarer mon application dans le système de Firebase, je lui donne le identifiant unique de mon application, ce qu'on appelle dans Windev le package, et Firebase va me donner une clé d'accès, une clé donc un code, vous allez voir à rallonge, vous avez fait entre 150 et 160 caractères, et cette clé d'accès va permettre à l'application qui envoie les notifications d'utiliser cette clé pour qu'on lui donne le droit d'envoyer des notifications. Donc Firebase va savoir quelle est l'application qui devrait recevoir les notifications. Après, en deuxième, vous allez donc faire une application mobile et quand vous vous intéressez donc aux notifications push, vous allez dans le projet, donc dans cette application, utiliser deux actions importantes. La première chose, l'application est installée sur des dizaines, des milliers de smartphones. Quand l'utilisateur va lancer votre application mobile, il faut que l'application mobile demande à Firebase de lui donner un identifiant. Imaginez, pour étant concret, vous avez 5000 utilisateurs de votre application. Chacun des 5000, quand il lance l'appli doit dire à Firebase, coucou, je suis là, donnez-moi mon identifiant. Donc il y a 5000 personnes dans mon exemple qui utilisent l'appli. Chacun d'eux démarre l'appli. Firebase va envoyer 5000 identifiants de smartphone. Et en anglais, on appelle ça un token. Donc l'application mobile doit utiliser la fonction du langage de Windev, le W langage. Vous voyez ici en 2.1, notif push active. J'envoie cette fonction-là et je donne, vous verrez, je dis à Firebase, répondez-moi, et Firebase va me renvoyer un token. Et ce token, il faut que je le mette, moi en tant que développeur, dans une base de données. Parce que lorsqu'on veut notifier les smartphones, il faut qu'on récupère tous les identifiants des 5000 dans mon exemple d'utilisateurs à notifier et après le notifier. Donc, vous voyez, en 2.2, je récupère l'identifiant, le token, et en 2.3, je l'enregistre dans le token. Donc, cette solution, elle utilise la solution numéro 1, son web service. Elle propose que l'application mobile elle-même écrit dans la base de données. Cette base de données, elle est distante parce qu'il faut qu'elle se partage entre l'application mobile et l'application Windows. Une fois que ça c'est fait, maintenant l'application qui va envoyer, ça peut être une application Windows, ça peut être une application mobile, ça peut être un web service. Ici, dans l'exemple que je vous montre, je n'utilise pas le web service. Je vous ferai une vidéo avec le web service. Alors l'application s'apprête, comme vous l'avez vu dans ma démonstration, à envoyer. Donc elle prépare le message de la notification et différents paramètres. Elle va d'abord, en 3.1, aller dans la base de données chercher tous les tokens. Donc, toujours dans mon exemple, les 5000 identifiants, les 5000 tokens des applications, des utilisateurs de mon application. Elle les récupère dans un tableau et elle va en 3.2 envoyer une demande de notification avec la notif, avec les messages et tout, grâce à l'instruction notif push envoi. Notif push envoi, donc va envoyer. Firebase, il va faire quoi? Il va envoyer ici à l'application mobile, il va lui envoyer une notification. Alors, comment l'application mobile récupère la notif? Eh bien, regardez en 2.4 en bas à gauche. En bas à gauche, l'application mobile, on a dit en 2.1, elle dit coucou, je suis là pour recevoir le token, mais elle doit dire aussi par la fonction notif push procédure en 2.4, coucou, j'attends une procédure, quand elle arrive, veuillez me la donner ici. Et donc, je prévois un code qui reçoit en 2.4 la notif et après, je décortique, je prends le message, je prends le contenu, je fais ce que je veux avec. Et je reviens à 3.2 quand l'application Windows a envoyé par notif push envoi un message. Elle reçoit une information de Firebase qui dit tout s'est bien passé ou pas. Mais elle reçoit aussi en 3.3 un autre tableau. C'est Firebase qui envoie ça à votre application qui envoie les notifs pour lui dire attention, certains tokens sont plus valides.
parce que Google Firebase a décidé que les tokens ne sont pas éternels. À un moment donné, ils vont décider qu'ils sont obsolètes, donc ils ont expiré, et l'application qui envoie doit savoir que ces tokens, il ne faut plus les utiliser pour l'envoi. Et à ce moment-là, en 3.4, l'application va, à la suite de notifs, va prendre le tableau des tokens invalides et elle va parcourir la base de données et dire je les supprime. Alors, faut pas s'inquiéter parce que une application qui a demandé à Firebase un token à un instant T, elle le prend, elle l'envoie dans la base. Mais chaque fois que l'application redémarre, elle redemande à chaque fois un token à Firebase. Ce qui fait que, à un moment donné, elle a eu un token obsolète, invalide, mais dès que quelques jours après, elle redemande, elle aura un token valide. Donc voilà le principe un peu qui paraît tout à fait logique. Simplement, l'application mobile, je récapitule, l'application mobile dit coucou, donnez-moi l'identifiant pour que je puisse recevoir des notifs. Et coucou, quand le notif arrive, je veux prendre la main. Donc, deux notifs push active et notif push procédure. Et l'application Windows ou mobile qui envoie les notifications, elle dit simplement j'envoie par la fonction notif push envoie et elle donne les tokens à notifier, donc les personnes, les utilisateurs à notifier, et elle reçoit des tokens invalides pour les supprimer de la base, ne pas encombrer la base pour rien. Et c'est tout. Donc maintenant, techniquement, comment ça marche, c'est ce qu'on va voir ici. Donc on va commencer par comment faire pour déclarer notre application dans Firebase. Alors, je commence maintenant à regarder le code. Ici, c'est l'application mobile. Dans cette application mobile, dans Android que j'ai créée, et simplement, ici, une fenêtre avec ça, avec un petit libellé, rien de plus. Mais j'étais dans le code du projet parce que c'est au moment où l'application démarre qu'elle doit faire des choses. Alors, ici, je vais voir le code de l'application. Alors, ici, comme j'ai une base de données, je lui dis hcreation, c'est inexistant. Rappel, si vous ne le savez pas, que lorsque vous avez une base de données et vous avez créé une description de la base de données, ce qu'on appelle l'analyse, ici. Donc, ça, je reviens pas dessus. Si vous n'avez pas créé une base de données dans WinDev, vous ne savez pas ce que c'est que le concept de l'analyse, allez voir mes premières vidéos où je parle de créer une base de données distante. Donc ici, il me dit non parce que j'ai déjà la base de données ouverte du côté de Windows. Donc quand vous avez deux projets qui utilisent la base de données, il ne faut pas que la base de données soit ouverte des deux côtés. Donc ici, je ferme ça et je reviens dans mon application Android. Voilà ici. Alors ici, j'ai créé un fichier et vous voyez ici que c'est marqué en bas, donc c'est déjà en orange, c'est marqué en bas chef SQL client-serveur. Comment j'ai fait ça? Moi, j'ai donc un serveur de base de données distante. Je vais vous montrer ma solution et vous avez peut-être la vôtre ou vous ne savez pas comment faire. Moi, j'ai été acheter un abonnement chez PCsoft. Cet abonnement, il s'appelle PCS Cloud. Donc, vous voyez ici PCS Cloud. J'ai ma console d'administration de mes services ici. Je rentre dedans. Et j'ai un abonnement qui peut faire, donc quand on rentre chez eux, on crée une plateforme distante. Je peux stocker que les bases de données, mais je peux aussi demander à cette plateforme d'héberger les web services. Je peux aussi héberger des sites web que je fais avec WebDev. Enfin, vous choisissez ce que vous voulez dedans. Moi, donc, dans mon abonnement, je peux donc créer des bases de données. Je peux aussi héberger des web services. Je peux pouvoir mettre mes applications mobiles sur un store privé pour les distribuer seulement à ceux que je veux, etc., etc. Donc, si vous avez une autre solution, ça revient au même. Moi, je vous montre juste pour que ça soit concret pour vous. Je vais demander à partir de là d'aller voir mes bases de données.
Donc, j'ai un accès à un moment donné plus bas. Ici, donc, je vais utiliser administrateur HFSQL. Là où je bouge ma souris, je clique. Je me connecte donc à l'administrateur de base de données. Et vous voyez ici, j'ai plusieurs bases de données. Je peux créer une base de données à la main tout de suite. Elle sera tout de suite fonctionnelle. Et après, je reviens dans mes projets WinDev Mobile, WinDev, WebDev, et je commence à créer les fichiers. Les fichiers se créent dans l'analyse, dans les projets, et j'aurai accès tout de suite. Donc, c'est ce que j'ai fait déjà. Donc ça, cette base de données, ici, vous la voyez, je l'ai appelée BD Note Push. Et ici, donc, j'ai un seul fichier qui s'appelle enreg token. Et vous voyez dedans, j'ai créé une chaîne, une rubrique, donc une information token, c'est une chaîne binaire de 256 caractères, parce que le token, c'est une chaîne très très longue. J'ai créé un identifiant numérique automatique qui sert pas beaucoup dans mon exemple, c'est juste les numéros qui s'incrémentent 1, 2, 3, 4 au fur et à mesure qu'on crée des enregistrements. J'ai créé une rubrique qui s'appelle type OS parce que dans cette base de données, j'aurai mélangé le token pour Android et les tokens pour iOS si vous faites une application pour les deux. Si vous n'avez pas besoin, faites qu'Android, vous l'enlevez. Et ici, j'ai une clé composée, mais elle ne sert pas non plus dans cet exemple-là. Éventuellement, vous pouvez la supprimer dans votre exemple. Et donc ici, je reviens à mon application WinDev Mobile. Je peux créer la base de données soit dans le projet WinDev Mobile, soit dans le projet Windows. Ça change à rien. Le fait que je crée les fichiers à partir d'une application du deux. La seule chose, si vous le savez pas, c'est que là, j'ai les deux projets qui sont ouverts, application mobile et l'application WinDev. Je ne peux pas ouvrir l'analyse de deux côtés. Donc, si j'ouvre l'analyse ici et je veux ouvrir Windows, il va râler, il faut que je ferme du côté Win. Alors ici, quand vous créez un fichier, je fais semblant, je crée un fichier ici, nouveau fichier de données, créer un nouveau fichier de description. C'est ici que ça se joue, donc je lui donne un nom, je l'appelle Toto, juste pour la démonstration. Ici, soit vous dites que c'est un fichier classique, donc c'est juste un fichier qui sera emporté avec l'application, il est local. Soit il est distant, mais vous avez deux solutions chez PCSoft, PCS Cloud, c'est les bases de données, mais vous pouvez avoir les web services et plein de choses que j'ai citées tout à l'heure, ou toujours chez PCSoft HFSQL Drive, et là vous pouvez stocker normalement que les bases de données, si vous voulez, ou alors vous avez une solution sur un serveur que vous avez monté vous-même. Donc moi, dans mon exemple, j'ai choisi ça, et après, il va me demander quelle est la connexion. Et la connexion, la première fois, je définis une connexion, c'est là où je lui donne le nom du serveur de la base de données, le mot de passe, etc. Et il va trouver, m'a proposé ma base de données. Et là, vous voyez, je fais suivant. Moi, j'ai déjà créé. Et normalement, il me connaît la base parce que la connexion, je l'ai déjà créée. Sinon, il vous propose la base de données qu'il a trouvée sur le serveur de base de données distant. Donc ça, c'est pour la base de données. On va pour l'instant la laisser tranquille. Je vais aller faire clic d'envoi ici. Et vous voyez sur ici, donc comme c'est un fichier distant, je dois donner toujours le mot de passe. Ici, on regarde un petit peu la démonstration que je viens de faire au début de la vidéo. L'application mobile a écrit dans ce fichier-là le token. Et vous voyez le token, c'est tout ce charabia-là qui est très très long. Voyez, et moi je rajoute ici AND pour dire que ça concerne les applications Android. Et donc ça, par exemple, c'est l'identifiant de mon smartphone à moi. Si mon application était utilisée par plusieurs smartphones, il y aura autant de tokens que de smartphones utilisant mon appli. Alors on va revenir au code. Donc là, je dis que si le fichier n'existe pas parce que c'est la première utilisation, il va être créé, vide. Et après, je vais continuer dans le code. Alors, je ne suis pas dans la bonne application, pardon, excusez-moi. Ici, donc, sur l'application mobile.
La deuxième chose que je fais ici, c'est déclarer à Firebase en disant coucou, moi, je veux recevoir la notification quand elle arrive. Et si vous regardez en prenant cette fonction WLangage et vous faites sur votre clavier F1, je vais accéder à la documentation de PCSoft et on me dit qu'il faut mettre entre parenthèses le nom d'une procédure que vous aurez tapé, écrit dans votre projet. Et cette procédure va attendre que la notification arrive, elle prend la notif et elle fait ce qu'elle veut avec. Donc ici, je fais ça au début de projet. À chaque démarrage, je dis coucou, je suis prêt à recevoir la notification. Et je donne le nom d'une procédure. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'ai appelé PRC comme les consonnes d'une procédure. Réception push. Donc, cette procédure, je l'ai déclarée dans l'explorateur de projet ici, dans la branche procédure globale. Et je l'ai ici, donc réception push, il est là. On va aller voir son code. Alors ici, j'enlève ça. Donc cette procédure, la documentation de PCSoft me dit, plus bas si vous descendez, on me dit que, par exemple, il y a un exemple ici, on me dit qu'il faut mettre entre parenthèses le nom d'une variable de type spécial, notification. Donc je l'appelle la notif, vous l'appelez comme vous voulez, et après, dans la procédure, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec les informations de la notif. La notif, donc, c'est une variable complexe, on dirait un objet, qui contient plusieurs sous-variables, plusieurs propriétés. Là, ici, pour la démonstration, je fais que afficher la notif que je reçois. Pour ça, quand je tape ici, je vais le faire là, le nom de la variable que j'ai déclarée entre parenthèses, je fais point. Vous allez voir que je peux accéder à plein de choses ici comme information. Donc, entre autres, le message qui est un peu plus bas dans les M. Ici, le message de la notification si j'ai besoin d'en faire quelque chose, le stocker, l'envoyer, l'afficher de nouveau, etc. On a vu le contenu. Le contenu ici, c'est un champ de saisie que peut envoyer une application et souvent, il est optionnel, mais souvent, on peut transmettre des paramètres dans la notification. Par exemple, dans le contenu, je peux envoyer 3000, le nombre 3000, qui peut être, je veux afficher la commande 3000. Ça peut être deux, trois paramètres séparés par un séparateur, virgule, point virgule, etc. Et l'application qui reçoit le notif, en plus du message, peut recevoir des paramètres dans cette propriété contenue. Et vous pouvez donc faire ce que vous voulez. Ici, normalement, la notif, soit vous vous contentez de rien faire parce que l'utilisateur le voit et ça y est, il fait autre chose, soit vous avez besoin de faire un traitement et ce traitement, vous le faites ici. Donc, rien de compliqué. Donc, on vient de voir une première fonction des WLangage qui est réceptionner la notification grâce à cette fonction notif push procédure. Donc, vous voyez, rien de complexe pour l'instant. Et je fais en dessous aussi en disant, au moment de démarrer l'appli, dire à Firebase, coucou, je suis là, est-ce que vous pouvez m'envoyer un token? Il peut m'envoyer le même token pendant 10 000 fois et à un moment donné, il me dit on donnera un nouveau et l'ancien sera obsolète. Mais moi, je dois le demander à chaque démarrage de l'appli. Donc ça, on l'a vu et je fais que confirmer les schémas ici. Je l'ai fait dans 2.1, ici, notif push active. Donc la deuxième fonction de WLangage, notif push active, et je lui donne aussi une procédure qui attend la réponse. Alors pourquoi on met une procédure entre parenthèses en général? On appelle ça des procédures callback en anglais. Alors, rien de compliqué à ça, c'est simplement certaines fonctions que vous codez dans vos applications vont demander un service externe. Comme ici, on demande à un service externe Firebase, s'il vous plaît, je veux recevoir les notifs. Eh ben, ces services externes, qui soient Firebase, qui soient un web service que j'appelle, etc., ne répondent pas toujours dans l'instant au moment où vous les appelez, parce qu'ils sont submergés de demandes. Par exemple, Firebase, il doit envoyer des milliards de notifications à la seconde. À ce moment-là, on dit, on va pas attendre, et mon application mobile doit continuer, mais je donne à Firebase ici le nom d'une procédure qui attend, et lorsque, donc, ici, la notification,
lorsque le token arrive, dans ce moment-là, ma procédure va prendre la main. Donc, on appelle ça une procédure qui attend, ou une procédure qui sera rappelée plus tard, callback, et on va voir son code. Je l'ai appelé réception token. Eh ben, qu'est-ce qu'elle fait ici? La syntaxe de cette procédure dans la documentation de PCSoft qu'on regardait, donc push, notif push active, elle dit vous allez recevoir une variable de type buffer, donc c'est une variable qui reçoit le token. Donc c'est pas une chaîne de caractères, c'est un buffer, c'est-à-dire que on évite les problèmes de codage des informations entre le serveur, qui est en l'occurrence Firebase, et mon appli, des serveurs qui, vous savez que le codage des caractères en informatique, il peut y avoir des systèmes ANSI, systèmes Unicode, des systèmes UTF-8 pour le web, etc. En demandant de transmettre entre deux systèmes, mon appli et le système Firebase, des informations sous forme de buffer, les caractères restent les mêmes pour les deux applications. Il n'y a pas de transformation. Et on me dit, Firebase va m'envoyer aussi une chaîne de caractères dans laquelle il y aura un éventuel message d'erreur qui dit il y a un problème. Par exemple, ça peut être Firebase n'est pas joignable. Il peut y avoir un problème réseau. Il n'y a pas de connexion Internet, etc., etc. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je teste simplement, est-ce que le buffer que je reçoit, il n'est pas vide. Donc, sa taille supérieure à 0, il n'est pas vide, je l'ai reçu. Maintenant, je vais aller voir dans la base de données, grâce à mon fichier en reg token, grâce à la clé unique token, parce que deux applis mobiles, enfin deux smartphones n'auront pas le même token. Je dis, est-ce que ce token que je viens de recevoir, buff token, je le cherche grâce à la clé unique token, est-ce qu'il existe? Et s'il n'existe pas, à ce moment-là, je vais l'enregistrer grâce à ça. Donc, je prépare l'enregistrement grâce à HRAZ, je prépare un enregistrement vide en mémoire. J'écris dans la rubrique token celui que j'ai reçu. Je mets dans le type d'OS AND pour faire référence à Android. Si je gère les deux, je mettrai parfois iOS, c'est mon application est iOS, et j'ajoute l'enregistrement à la base de données. Sinon, ça veut dire que ici, je l'ai trouvé. Normalement, ici, vous ne faites rien. Moi, j'ai fait un faux, c'est pour voir que ça marche ou pas quand je teste. Mais ici, si je vais le dire différemment ici, token existe déjà. C'est que le token n'a pas changé, existe déjà. On ne fait pas. On n'écrit pas de nouveau, on ne va pas écraser, sinon on aura un doublon. Donc, vous voyez, rien de spécial ici. Dans l'application mobile, elle a une vie, elle est là, elle a un but de faire des choses, mais simplement dans le projet, vous faites deux fonctions, notif push procédure, je me répète pour lui dire, je vais recevoir la procédure, la notification, je la traite, et notif push active pour dire coucou, je vais vous demander, vous, Firebase, de me donner un identifiant, un token que je vais enregistrer dans la mémoire. C'est tout ce qu'on a à voir dans la partie application qui reçoit. Maintenant, je vais aller voir l'application WinDev. Vous allez voir que c'est d'une simplicité aussi. J'ai une fenêtre. J'ai une seule, donc avec tout ce qu'il faut pour envoyer la notification. Je vais aller voir le code global, donc le code du projet qui s'exécute à chaque démarrage de l'application Windows. Pareil, je peux dire parce que j'utilise la même base de données, le même fichier, si jamais on démarre l'application Windows en premier et que le fichier qui enregistre les tokens n'existe pas, cette instruction dit il faut le créer vide. Maintenant, dans ma fenêtre notif, j'ai le bouton qui envoie ici. Donc c'est cela, c'est dans là-dedans qu'il y a le code qui nous intéresse. Donc je regarde le code de cet bouton. Ben, au lieu de faire le code entièrement d'envoi de notification, ben, j'ai préféré faire une procédure. C'était une bonne habitude de dire quand il y a des fonctionnalités un peu spéciales qui peuvent être utilisées à plusieurs endroits de l'appli ou dans plusieurs applications différentes, de ne pas mettre ces codes de fonctionnalités spéciales, comme ici envoyer un push, dans le bouton. Mais j'aurais pu le faire si vous le souhaitez. Donc, qu'est-ce que je fais ici?
j'appelle une procédure que j'ai créée à droite. Ici, vous la voyez en bleu, à gauche, pardon. Et je lui passe les informations saisies sur l'écran. Je lui passe quoi? Je lui passe le message que j'envoie, donc essaye message. Le contenu, donc je rappelle, c'est optionnel. Si je veux transmettre des paramètres à la notification. Le titre de la notification, moi j'ai mes tests notifs, mais vous pouvez mettre par exemple le titre de l'application Windows, par exemple facturation, gestion des étudiants, que sais-je encore, gestion des matchs, etc. Déroulant, c'est un message supplémentaire qu'on appelle message secondaire que vous pouvez envoyer dans l'application et qui ne voit pas, l'user ne le voit pas. Ça peut être récupéré que par l'appli. Là aussi, ça peut être l'occasion de mettre des paramètres si vous voulez. Et après, donc, les cases à cocher, je dis, je prends, est-ce qu'ils ont coché ou pas le fait de faire vibrer le téléphone? Est-ce qu'ils ont coché ou pas le fait que la LED s'allume, la lumière? Est-ce qu'ils ont coché ou pas que le notif peut être supprimé ou pas? Est-ce qu'ils ont coché ou pas que l'application démarre si elle n'est pas démarrée au moment de l'arrivée de la notif? Et c'est tout. Et j'ai préparé dans ma procédure qu'elle fait un return, un retour, pour renvoyer soit vide, ça veut dire que la notif s'est bien passée, soit m'envoyer un message d'erreur et je l'afficherai à l'utilisateur si jamais j'ai pas réussi à envoyer la notif. Allons voir la procédure donc, que j'ai créée. Donc, je la sélectionne et je fais sur mon clavier pardon, F2. Je suis un peu enrhumé, désolé. Et cette procédure, elle déclare les paramètres qu'elle reçoit des boutons clic, exactement les mêmes. Vous voyez ici, je donne le type des paramètres que je reçois, donc je ne vais pas les répéter. Je reçois plein de booléens après. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prépare un tableau pour notifier. Ça nous rappelle quoi dans le schéma ici? Regardez l'étape 3.2. Notif push envoi. Là, quand je fais cette fonction notif push envoi, je dois envoyer un tableau qui contient que des tokens. Et les tokens sont, on l'a vu, on les reçoit sous forme de buffer, variable buffer. Donc, je fais ici, en ligne 26, je déclare un tableau vide de buffer, je l'appelle token à notifier dans mon exemple. Je déclare une variable qui s'appelle buff token parce que je vais récupérer dans la base de données 1 à la fois, donc je le récupère buff token et après je l'ajoute à ce tableau-là. Je prépare un autre tableau ici des buffers qui vont être, pardon, des tokens qui vont être refusés par Firebase parce que ils ont été expirés, obsolètes. Je reviens sur le schéma. C'est l'étape 3.3. Quand Firebase va me renvoyer certains tokens disant ceux-là, ils ne sont plus d'actualité, il faut les virer. À ce moment-là, moi, je prépare un tableau que j'ai appelé tableau au tab token non accepté. C'est un tableau de buffer. Et ici, j'ai déclaré une variable, mais je ne l'ai pas utilisée. Si je veux compter le nombre de tokens qui sont invalides, mais je ne l'utilise pas dans mon exemple. Alors, première chose ici, je commence par vider mon tableau des tokens à notifier parce que je vais aller chercher dans la base de données et je parcours simplement d'une façon séquentielle ma base de données, mon fichier avec token. Alors attention, moi, dans mon exemple, je n'ai pas beaucoup de tokens dans ma base de données, j'en ai qu'un. Si vous avez une application qui contient des milliers de tokens parce que votre application est installée partout, à ce moment-là, il faut peut-être faire une requête qui sélectionne sur des critères. Moi, là, je dis que je prends que les tokens Android et pas ceux de iOS, si je gère aussi les iOS. Mais vous pouvez aussi faire une requête qui dit que pour les commerciaux, que pour les techniciens, que pour les responsables de direction, etc., etc., pour éviter de parcourir tout le fichier. Donc, pour ne pas avoir des temps de réponse très longs. Donc moi, simplement, je prends que les tokens pour Android. Chaque token, je le mets dans la variable simple buff token. Et après, j'ajoute cette variable par table ajoute à mon tableau de tokens que je vais envoyer à Firebase. Et une fois que j'ai fini de remplir le tableau de tokens, je me demande est-ce qu'il est rempli ou est-ce qu'il est vide. S'il est rempli, c'est que j'ai au moins un token à notifier. Et à ce moment-là, je prépare une variable de type notification que j'appelle du nom que je veux. Là, je l'appelle un notif. Je mets le message que j'ai reçu en paramètre. Je mets le contenu, ainsi de suite. Le titre, je rappelle que ça peut être le nom de l'application. Vous pouvez avoir un son. Moi, je ne l'ai pas mis.
vous donnez le chemin d'un fichier son qui sera embarqué dans votre application Windows. Vous pouvez aussi donner une icône qui pourrait être l'icône de votre application Windows. Le texte déroulant, c'est un texte, je rappelle, qui est caché à l'utilisateur, mais qui peut aussi servir à passer les infos à l'application Android. Et les paramètres booléens, vibrer ou pas, etc. Je vous laisse lire. Et la troisième fonction de bruit langage qui concerne l'envoi des notifications, c'est notif push envoi. Donc vous avez remarqué que les trois instructions, et rien que trois, contiennent tous le début notif push. La notif push envoi, il y a une syntaxe spéciale. Vous pouvez faire aussi la sélectionner, faire F1. Je le fais devant vous. Je regarde la doc et on me dit tous les paramètres qu'il faut mettre à l'intérieur. Ici, la notification, le token, etc. Je ne fais que suivre la syntaxe imposée par le W langage. Donc, je donne la variable notif, je donne le tableau des tokens que je veux notifier, je donne la clé API Android. Ça vient d'où? Je vais vous en parler tout de suite après. C'est ici dans mon schéma. Dans la configuration que je n'ai pas faite pour l'instant, c'est l'étape 1.2. L'étape 1, étape 2, Firebase va me donner une clé d'accès. Je vais vous en parler juste après. Donc, je déclare cette clé ici et je donne la variable. Où est-ce que j'ai mis cette variable? Je l'ai mise dans le projet de l'application qui envoie. Ici, j'ai déclaré cette variable est une chaîne et j'ai copié-collé la clé d'accès que m'a donné Firebase ici. Donc attention, quand je vais vous donner le PDF, je vais mettre cette chaîne à vide. C'est à vous de la compléter avec la clé d'accès que vous aurez obtenue, que vous allez voir avec moi. Après, je donne le tableau vide qui est des tokens non acceptés qui va être rempli par Firebase. Et ici, je lui dis quel type de notification Android. En réalité, c'est que Firebase a évolué dans le temps. Alors, je vous explique. Cette variable qui s'appelle gn type notification Android, je l'ai déclarée dans le code du projet. C'est un entier. Et ici, je peux prendre trois possibilités en tapant moi-même à la main NPE. Et ici, j'ai Firebase version 1 et j'ai GSM. Alors, de quoi il s'agit? Facilement, c'est que le service de messagerie s'appelait avant Cloud Messaging. Et on demandait dans la configuration de l'application qui veut utiliser les notifications, donc dans Cloud Messaging, de utiliser une clé que nous donne Firebase. Et donc ça s'appelait GSM, Cloud Messaging, et on avait une clé d'accès. C'est ce que j'utilise ici. Et puis, plus tard, Firebase a évolué. Il a dit, oh, on va améliorer les services, les fonctionnalités, etc. Ils ont inventé Firebase, mais en disant, on continue à travailler avec la clé d'accès unique. Et puis dernièrement, ils ont utilisé V1. Vous voyez cette solution-là, V1. Cette fois-ci, on va passer par une authentification double qui est à la mode depuis maintenant quelques années, mais récente. On appelle ça le protocole Authentification, qui nécessite deux clés, une clé publique et une clé privée. Deux clés, donc une paire de clés, c'est plus sécurisant qu'une seule clé. Ce qui fait que pour l'instant, on continue à utiliser l'ancienne version avec une simple clé et plus tard, peut-être qu'on aura besoin de passer à autre chose. Donc ici, vous utilisez comme moi le nFirebase en lui disant je vais utiliser Firebase avec la version moderne, mais en voulant utiliser qu'une seule clé. OK? Donc je reviens à la procédure pour la finir. C'est tout. Et la procédure, elle dit si jamais la notif n'a pas pu fonctionner, je suis dans faux parce que je reçois un booléen qui dit ça va pas. Je rentre ici et là j'envoie à l'utilisateur de mon application Windows un message qui dit ça n'a pas marché et j'affiche avec cette fonction WinDev ou W langage le message du système qui me dit pourquoi ça n'a pas marché. Sinon, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Je sais que les notifs sont affichés sur les smartphones. Je vais juste m'intéresser
au token que m'a renvoyé Firebase, non accepté. Je vais dire si jamais le tableau n'est pas vide, c'est qu'il y a au moins un token qui est pas bon. Et à ce moment-là, je parcours de nouveau ici le tableau de tous ces tokens-là. Donc ces tableaux, un par un. Chaque fois que je prends un token dans le tableau, je l'appelle à l'intérieur de la boucle pour tout, TOK, vous l'appelez comme vous voulez. Et grâce à ce token-là, je vais de nouveau rechercher le token qui est obsolète grâce à la clé token, mais la valeur du token que j'ai pris dans le tableau. Et si c'est vrai, donc le token qui doit être supprimé existe, alors je le supprime. Et je parcours comme ça jusqu'à tout supprimer et c'est fini. Donc je n'ai plus rien à faire. Alors à la fin, ici ça c'est dans le cas où les tokens à notifier, il n'y en a aucun. Donc par exemple, aucun smartphone n'a encore démarré avec cette application, vous n'aurez pas de token, j'envoie un message. Et ici, le bouton push, s'il reçoit ce message, il reçoit que soit il y a un problème, soit il n'y a aucun token, il n'y a aucun smartphone à notifier. Et si tout se passe bien, j'envoie vite parce que mon bouton, lui, il va tester derrière ce que la procédure lui renvoie. Si elle lui renvoie quelque chose de différent de vide, il va dire qu'il y a un message erreur, il l'affiche. Voilà donc pour le code qui n'est pas extrêmement complexe. Il reste juste comment configurer ici l'étape 1 pour mettre le package de l'application mobile et mettre la clé d'accès. Alors on va aller voir ça ensemble. Ici, je vais aller sur l'Internet. Alors je vais créer ici un nouvel navigateur et vous tapez comme moi ici Google Firebase console. Vous voyez ici, je fais Enter et je tombe sur ce premier choix, Firebase console. Donc là, on va aller sur l'endroit où je dois créer. Alors, normalement, vous devez être déjà connecté sur le navigateur. Moi, j'utilise Chrome, déjà connecté avec votre adresse Gmail. Et lorsque vous êtes connecté, vous allez arriver ici. Vous voyez, moi, j'ai déjà l'application, mon appli push, c'est celle que j'ai utilisée dans la démonstration et j'ai fait d'autres tests. Donc, je vais cliquer ici sur ajouter un projet. Ce projet, je lui donne le nom que je veux. Je l'appelle ici test 2 parce que j'ai déjà créé une application test. Je fais continuer. Google va me dire, voulez-vous que je fasse des statistiques, des analyses sur votre projet au fur et à mesure que vous envoyez des notifs? Je lui dis non, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais positionner le curseur sur pas, je n'active pas, et je clique sur le bouton bleu, créer un projet. Il prépare. Alors, un projet, c'est quoi? C'est juste une configuration de messagerie notif push pour votre application mobile. Pas plus, pas moins. Voilà, donc il a fini, je fais continuer. Alors, les Firebase, contrairement à ce qu'on croit, ça gère pas que les applications Android, ça peut gérer iOS, etc. Mais bon, si on veut faire iOS, on ira plutôt chez Apple. Donc ici, je lui dis quel est le type de mon application. Moi, c'est Android, je clique ici sur Android. Et c'est là qu'il va me dire quel est l'identifiant unique de votre application mobile. Donc, le fameux package. Où est-ce qu'on le trouve? Je reviens dans mon application Windows, celle qui reçoit, ici, et je vais générer l'application. Donc ici, rappelez-vous, générer l'application Android. Je fais ça. Donc je commence à me dérouler dans l'assistant et j'arrive à un moment donné là où c'est marqué package. C'est Windev qui me propose un nom au hasard. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais vous donner mon avis. Ici, je vais faire juste ça pour voir les choses. Donc, je lui note ici le package que j'ai choisi. Généralement, il y a comme point.
Normalement, ici, on met le nom de l'entreprise. Donc, ça peut être, moi, je mets mon nom de famille, mais ça peut être le nom de votre entreprise ou de vos clients. Et après, ici, point, généralement, c'est le domaine d'utilisation. Par exemple, facturation, par exemple, inscription, etc. Euh, je sais pas, par exemple, SAV, et ainsi de suite. Donc là, il faut absolument que ça soit exactement le nom du package dans l'assistant de génération. Ici, je mets le nom que je veux. Par exemple, je l'appelle ici test pour YouTube. Le test push YouTube. Vous mettez ce que vous voulez. C'est une information pour vous. Vous ne rentrez rien par la suite. Vous faites enregistrer l'application. Alors, j'ai oublié. Il va me dire qu'il est déjà fait ici. Alors, non, il l'a pas dit. Ici, il va me proposer de télécharger un fichier JSON. C'est un fichier qu'il faut que je mette dans mon application. Ce fichier, pour moi, il est complètement transparent. J'ai pas à savoir exactement ce qui est dedans. JSON, c'est juste une façon de structurer les informations à l'intérieur des paramétrages. C'est un fichier de paramétrage que Google va reconnaître quand mon application va lui demander de s'authentifier. Moi, je me contente de cliquer dessus et je le mets à un endroit qui m'intéresse. Vous voyez, moi, je l'ai déjà ici. Donc, je vais le laisser. Et je vais revenir dans mon application WinDev qui est en train de se générer. Je fais suivant. Tout ça, je vous laisse mettre les informations facultatives. Et ce qui nous intéresse, d'habitude, quand vous créez une application mobile, donc on arrive aux permissions, on dépasse. Play Store, j'ai rien à faire. Configuration, j'ai rien à faire. Normalement, ici, on devrait terminer. On devrait terminer. Mais là, la nouveauté, c'est que Windows Mobile, il a vu que vous utilisez les fonctions notif push quelque chose. Et si en mobile, on a utilisé notif push procédure et notif push active. Il a repéré ça, donc il vous dit, donnez-moi le fichier JSON que vous avez récupéré. C'est celui que je vous ai montré ici. On vient de le récupérer sur votre PC donc de développement. Vous allez le chercher. Donc, par exemple, ici, moi, je l'ai mis dans Download. Il est là. Je le repère et je le donne ici à mon assistant de développement. C'est tout. Je ne fais rien d'autre et je fais suivant. Alors, vous voyez, ça, c'est l'ancienne utilisation avec Cloud Messaging. Je le laisse de côté. Je fais suivant. Et là, je peux faire terminer et je laisse générer. Alors, je laisse générer et après, je pourrai tester. Je reviens dans Firebase, j'ai pas terminé. Donc une fois que je fais ça en bas, j'ai le bouton qui dit, je vous montre ici, parce qu'on ne le voit pas, suivant, je fais suivant. Et je remonte là. Là, il va me parler, je vois qu'il me parle de SDK, Firebase. Il donne des exemples en différents langages. Là, c'est en Kotlin, ça peut être en Java, etc. Que les utilisateurs de ces langages de programmation peuvent insérer dans leur code. Moi, je suis pas intéressé dans Windows par tout ça. Je fais simplement suivant. Et après, il me dit, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Maintenant, en bas, voulez-vous accéder à la console? Je dis OK. J'arrive ici, donc je vois le nom de mon projet test 2 et j'ai en dessous que c'est Android. Je clique sur test push YouTube. Je clique sur la roue paramétrage et j'arrive ici. Et ici, donc, j'ai mon projet et j'ai des onglets ici. Je vais aller dans l'onglet Cloud Messaging et il me dit que j'ai activé les dernières versions de Cloud Messaging V1, mais je vous ai montré que dans l'application Windows qui envoie, je vous remontre ici, dans la procédure, plutôt là, pardon, dans le projet, je lui dis que moi, je vais utiliser la version Firebase, mais cette option-là, elle utilise une clé d'accès unique et pas une clé double. Donc ici, j'ai besoin de lui dire, mais je vais continuer à utiliser la clé unique. Il faut que j'active aussi l'ancienne version de l'API Cloud Messaging. Je viens sur les trois points ici. Je clique sur la seule option possible, gérer l'API. Il va m'envoyer sur un autre écran.
Et là, vous voyez qu'elle n'est pas activée. Je clique sur activer. J'attends un petit peu qu'ils me disent que c'est fait. Et une fois que c'est fait, bon, il me dit que c'est activé. Je laisse. Je peux désactiver, mais je ne vais pas le faire. Je ferme cet onglet-là pour revenir à l'onglet précédent. Là, bien sûr, il n'est pas déjà activé parce qu'il faut que je rafraîchisse l'écran. Donc, je vais rafraîchir mon écran là-haut. Et de nouveau, vous voyez maintenant que activé, l'API ancienne version est activée et la nouvelle version. Les deux sont activés. Et maintenant, j'ai en dessous la clé à rallonge, la clé du serveur. Je peux la copier avec ce bouton-là. Je clique. Et une fois que vous avez mis ça dans le presse-papier, vous revenez dans votre application qui envoie le projet et vous remplacez ici ma clé que je vais enlever. Ici, donc, vous remplacez par la clé que vous venez d'obtenir ici. Et normalement, le tour est joué. Il n'y a plus rien à faire. Alors, on revient maintenant à l'affichage. À ce niveau-là, je vous ai pratiquement tout dit sur les notifications. Vous allez avoir les codes pour pouvoir simuler la même chose. Il me reste plus à conclure. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et que vous a fait gagner beaucoup de temps, pour que je puisse continuer à avoir de temps à consacrer à des sujets qui vous intéressent énormément, bah, faites un petit effort de éventuellement vous abonner si vous ne l'êtes pas, et aussi si vous avez les moyens d'appuyer sur le petit bouton Super Thanks. Ça coûte 1 € ou 2, permettre de financer un petit peu le temps que je passe à vous faire des belles vidéos. Il arrive aussi à beaucoup d'abonnés de me contacter parce qu'ils galéraient longtemps, des jours, des heures et des jours sur un sujet, ils n'arrivaient pas. Ils ont beau chercher sur les forums, ils n'arrivent pas à s'en sortir et que c'est urgent pour eux. Sachez que j'ai dépanné pas mal d'abonnés, généralement en 2-3 heures, une matinée, on arrive à résoudre le problème et ça leur a fait gagner beaucoup de temps. Si c'est votre cas, WinDev, WinDev Mobile ou même WebDev, vous pouvez me contacter. Il faudrait que soit vous, d'abord, la première chose à faire ici, c'est me contacter par mail ou par WhatsApp pour m'expliquer quelle est votre difficulté, quel est le problème, le plus détaillé possible. Et après, vous avez deux possibilités. Vous prenez une souscription, vous allez sur un PC et pas sur le smartphone, sur un PC et vous affichez sur YouTube ma chaîne Best WinDev. Vous avez un bouton rejoindre et vous avez 3 niveaux d'assistance. Soit vous estimez que ça demande juste une explication textuelle par mail, par exemple. Vous prenez assistance de niveau 1 et les de quelques euros. Et je vous réponds par commentaire, vous me montrez le code, je vous réponds. Donc, ça ne nécessite pas que je prenne la main ou que vous voyez ce que je code. Si vous estimez qu'il vous faut une assistance un peu plus poussée, à ce moment-là, on se connecte entre deux PC, c'est moi qui crée la connexion, et vous regardez mon code, je regarde le vôtre, donc je peux vous dépanner sur un problème. On peut partager le code réellement ensemble. Et si vous estimez que ça peut se résoudre en 2 heures, vous prenez un abonnement de niveau 2 de 2 heures. Ou si c'est un peu plus lent, parce que votre problème est plus dense, à ce moment-là, vous prenez une assistance de 5 heures. Les 2 heures ou les 5 heures que vous prenez, c'est pour un mois. Éventuellement, si vous reste du temps sur la première assistance, vous pouvez me ressolliciter dans le mois pour finir le nombre d'heures que vous avez acheté. Si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas avoir le bouton rejoindre, parce que je sais que dans certains pays, c'est pas possible de faire un paiement par carte bleue sur YouTube. À ce moment-là, vous me contactez par mail ou par WhatsApp pour qu'on puisse trouver un moyen de payer autrement que par YouTube si vous n'avez pas la possibilité. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je serai ravi de vos commentaires si ça vous a plu. Et je vous souhaite une très belle journée et vous dire à très très bientôt. Au revoir.